Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette présentation, le guide ultime pour vraiment comprendre l'art d'accueillir et de prendre soin des psittacidés. Adopter un oiseau, ce n'est vraiment pas une mince affaire. C'est une aventure extraordinaire, oui, mais qui demande une sacrée préparation. Le but aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble des données concrètes et scientifiques pour cerner exactement les besoins de ces animaux remarquables. L'idée est de rendre tout ça super simple, clair et facile à retenir pour les débutants. Allez, on commence. Et on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui fait tourner la tête. 50. 50 ans, c'est l'espérance de vie potentielle de certaines grandes espèces de perroquets. C'est énorme, non? En fait, ce simple nombre change absolument tout. Adopter un de ces oiseaux, ce n'est pas juste un petit passe-temps pour le week-end. C'est une véritable décision de vie. On parle d'un engagement sur un demi-siècle de soins, d'attention et de compagnie au quotidien. C'est une responsabilité colossale, c'est sûr, mais c'est aussi la promesse d'une relation incroyablement riche. Alors, voici le programme de notre exploration aujourd'hui. D'abord, les bases sur les psittacidés. Ensuite, on verra comment aménager des cages et volières idéales. En 3, le menu parfait pour les garder en pleine forme. En 4, les bonnes techniques pour les manipuler en toute sécurité. Et pour finir, un point sur le sexage et la reproduction. Première étape donc, les bases des psittacidés, des compagnons vraiment très intelligents. Qu'est-ce qu'on entend exactement par psittacidés? C'est tout simplement la grande famille qui regroupe les perroquets, les perruches ondulées, les inséparables ou encore les cacatoès. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est que ce sont des animaux profondément sociaux et incroyablement brillants. D'ailleurs, un fait vraiment fascinant, un oiseau élevé à la main et qui vit seul a très souvent tendance à nouer un lien affectif exclusif et ultra puissant avec un seul membre du foyer. Ça va parfois jusqu'à l'agressivité envers les autres personnes de la maison. C'est dire à quel point leur attachement est réel et intense. Du coup, cette relation demande énormément d'investissement. Les grandes espèces, comme les fameux gris du Gabon ou les Amazones, sont d'excellents parleurs, c'est vrai, mais ils exigent une attention presque constante en retour. Ce sont des créatures très curieuses et, attention, elles peuvent devenir carrément destructrices si la nuit s'installe. La règle d'or, c'est vraiment la présence. Les laisser seuls pendant de longues heures tous les jours, c'est hors de question. Une maison vide du matin au soir n'est tout simplement pas un environnement viable pour eux. Allez, on passe à la deuxième partie, les cages et les volières idéales, ou comment leur créer un véritable territoire sécurisé. Il y a une différence monumentale entre l'aménagement en intérieur et en extérieur. En intérieur, même si l'oiseau a le droit de voler librement dans le salon, il lui faut absolument une cage comme refuge de base. Et la règle d'espace est stricte. Il doit pouvoir y battre des ailes sans jamais toucher les barreaux et sa queue ne doit surtout pas frotter par terre quand il est perché. Maintenant, si on passe à l'extérieur, les exigences explosent littéralement. Une volière demande une zone de vol d'au moins 1,80 m de long. C'est vraiment le minimum pour éviter le stress, sans oublier bien sûr un abri indispensable contre le vent et le soleil. Et justement, pour l'extérieur, il y a des protocoles très précis à suivre. Par exemple, la terre battue au sol, on oublie tout de suite. Pour des questions d'hygiène et pour faciliter le nettoyage, il faut impérativement du béton ou du gravier. Ensuite, si on a plusieurs volières collées les unes aux autres, un double grillage est absolument vital pour éviter que les oiseaux ne se blessent en se battant à travers les mailles. Ah, et un dernier point super important, en hiver, les journées sont courtes, ce qui peut les pousser à arrêter de s'alimenter. La solution, c'est de leur fournir 12 heures de lumière artificielle pour compenser. De retour à l'intérieur, les dangers sont souvent invisibles et il faut vraiment prendre ces tueurs silencieux au sérieux. Par exemple, les émanations d'une poêle en téflon surchauffée ou la fumée de cigarette, c'est littéralement mortel pour le système respiratoire très fragile des oiseaux. Côté aménagement, les perchoirs recouverts de papier de verre qu'on voit parfois en magasin sont à bannir car ils abîment leurs pattes. Il vaut 1000 fois mieux utiliser de simples branches naturelles d'arbres fruitiers ou de saules. Et petite mise en garde supplémentaire, attention aux miroirs qui peuvent créer de vrais troubles du comportement chez certains individus. Ce qui nous amène à notre troisième partie, le menu parfait pour combattre la malnutrition. Alors il y a un mythe hyper tenace qui dit que les oiseaux ne mangent que des graines. Eh bien c'est une erreur monumentale. Les oiseaux sont souvent de petits malins très difficiles. Si on leur laisse le choix, ils vont trier et manger uniquement ce qu'ils préfèrent. Et en général, ce sont les graines oléagineuses comme le tournesol ou les cacahuètes. Le problème, c'est qu'un régime basé uniquement là-dessus est extrêmement gras et complètement déséquilibré. Ça mène tout droit à de graves carences en vitamine A et à des maladies osseuses métaboliques. Bref, une catastrophe pour leur santé. Le secret d'un bon menu, c'est la diversité. L'idéal, c'est de proposer chaque jour un mélange de 5 types de graines différents, accompagnés de 3 variétés de fruits et 3 de légumes. On peut même y ajouter des légumineuses trempées ou cuites. C'est un vrai festin. Mais attention, à alerte rouge absolue, l'avocat est hautement toxique pour les perroquets. Il ne faut jamais, sous aucun prétexte, leur donner le moindre bout d'avocat. C'est une question de survie.
On avance avec la 4e partie, les techniques de manipulation sûres pour une capture garantie sans stress. Manipuler un oiseau demande un peu de méthode. Voici le protocole exact pour le faire tout en douceur. D'abord, le petit secret des pros, tamiser la lumière de la pièce. Ça calme l'oiseau presque instantanément. Bien sûr, on s'assure que toutes les portes et fenêtres sont bien fermées. Ensuite, il faut faire le vide dans la cage, en retirant les jouets et les perchoirs pour éviter qu'il ne se blesse en paniquant. Et enfin, on approche toujours l'oiseau par le bas. L'astuce, c'est d'incliner légèrement la cage pour le forcer à s'accrocher au barreau avec son bec. Comme ça, la prise est beaucoup plus facile et sécurisée. Quand on manipule un petit oiseau à une seule main, la technique consiste à bloquer doucement sa tête entre les doigts. Mais attention, voici l'information la plus cruciale de toute cette présentation, celle qui sauve littéralement des vies. Il ne faut jamais, au grand jamais, exercer la moindre pression sur la poitrine, le sternum ou le ventre de l'animal. Les oiseaux respirent en dilatant ces zones-là. Si on les comprime, c'est l'asphyxie fatale assurée. La règle, c'est donc d'avoir une prise suffisamment ferme pour bloquer les ailes, mais extrêmement légère sur le reste du corps. Une autre erreur super courante, c'est de sortir les gros gants en cuir par peur de se faire pincer. C'est une très mauvaise idée. Avec des gants épais, on perd toute sensation de toucher et le risque, c'est de serrer beaucoup trop fort sans s'en rendre compte. L'outil parfait, c'est tout simplement une serviette. Elle permet d'envelopper l'oiseau en douceur pour l'empêcher de battre des ailes, tout en offrant une bonne prise à l'arrière de la tête, juste au niveau de la mandibule, surtout pour les plus grandes espèces. Et nous voici déjà à la 5e et dernière partie, la biologie aviaire, avec le sexage et la reproduction. Alors, savoir si on a affaire à un mâle ou une femelle, ce n'est pas toujours une mince affaire. Chez beaucoup de perroquets, les espèces sont dites monomorphes, ce qui veut dire que les deux sexes se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Dans ces cas-là, impossible de deviner sans un test ADN ou une petite endoscopie. Mais heureusement, certaines espèces sont des marqueurs visuels très pratiques. Par exemple, chez la perruche ondulée, la petite zone charnue à la base du bec, qu'on appelle la cire, est bleue chez monsieur et plutôt brun rosé chez madame. Et chez les calopsites, le mâle arbore des taches rouges vives très prononcées sur les joues. Pour ce qui est de la reproduction, tout est une question d'environnement. Si on place un couple dans une cage sans nichoir, il ne se passera fort probablement rien. C'est la présence du nichoir, combinée à l'allongement naturel des jours au printemps, qui va réveiller leurs instincts. Et une fois que la machine est lancée, les psittacidés forment des couples incroyablement soudés. En général, les œufs arrivent à un rythme d'1 par jour ou tous les 2 jours. Fait amusant, si on retire les œufs du nid, ça pousse souvent la femelle à entamer une toute nouvelle ponte. Ce qui nous amène d'ailleurs à une petite anecdote presque comique bien connue des vétérinaires. Et la cause numéro 1 de l'infertilité chez les oiseaux de compagnie, c'est tout bêtement que les propriétaires ont mis ensemble de mâles ou de femelles. Voilà qui prouve bien l'importance de faire un vrai sexage professionnel dès le départ, comme on l'a vu juste avant. Pour conclure cette analyse bien remplie, il y a une question essentielle qui mérite d'être posée. Après avoir découvert l'intelligence fascinante de ces animaux, leurs besoins sociaux monumentaux, la rigueur de leur alimentation et surtout cette fameuse espérance de vie de plusieurs décennies, est-ce qu'un engagement de 50 ans est vraiment le bon choix ? Accueillir en psittacidés est une aventure absolument merveilleuse, aucun doute là-dessus, mais c'est un engagement total à ne jamais prendre à la légère. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.